Et bonjour Gaël. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve pour faire le cycle d'investigation numéro 90 dont tu ne connais pas les sujets. Non. Et pour info, on aura une partie du protocole fixe avec des questions déjà établies et une partie du protocole libre où on va pouvoir explorer tout ce qu'on a vu auparavant. Et quand tu es prête, on va Oui, commencer notre enquête. Bien. oui, c'est bon. 5 à 1, ça va pour toi? Oh oui, 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 très bien. Parfait. Alors, prends déjà une profonde respiration. Bien, prends le temps de moduler tes fréquences. Et 5. À chaque inspiration, tu te détends de plus en plus. 4. Bien, respire profondément. 3. Et chaque respiration t'amène de plus en profondeur. Bien. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 avant de commencer les questions du protocole. 1, 2, 3. Comment ça va, Gaël? Bien. Très bien. La pierre philosophale est-elle une légende, une métaphore ou une réalité? Je dirais les trois. Bien. Oui. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, je vois une image où je vois, tu sais, une pierre qui est comme au bout des... En fait, je vois des escaliers. Et je vois une pierre au bout et je vois que... Vraiment, je la vois, la pierre, et elle est mise autour de... entourée de fils de fer. Et je préfère, voilà, je te dis ce que je vois, entourée de fils de fer. C'est comme si je voyais une main qui peut la prendre et qui peut voilà, la prendre, la laisser, l'enlever. Et je la vois vraiment, donc pour moi, elle est aussi réalité. D'accord. Quelqu'un a-t-il déjà su ce que c'est la pierre philosophale? Oui ou non? Oui, étudier. Je vois beaucoup d'études. Je vois des personnes avec des chiffres dans la tête et des formules et des études. Comme si on pouvait juste en comprendre seulement une partie à aujourd'hui. Et qui est-il ou qui sont-ils? Et comment s'appelle-t-il? Je vois un inventeur. J'ai un Pierre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Après, j'ai aussi des personnes que je pourrais te dire que je les vois dans le subtil plus. Oui. Comme des personnes qui ont étudié à un instant T, qui sont décédées. D'accord. J'ai vraiment un inventeur qui me vient.
Et Intéressant. je suis chimiste. J'ai Oui. une classe à l'école. Et ça bouge beaucoup comme si ça changeait en fait en fonction des cultures, pays, époque. D'accord. Intéressant. Comment est née la découverte de la pierre philosophale? Je vois une. Là, je passe sur une métaphore. Je vois une richesse intérieure en fait. Une, comme si à l'intérieur de soi, il y avait un diamant. Et là, pour moi, on passe dans la métaphore. Et elle est née. Je crois que ta question, c'était quand est-ce que c'est né ou quelque chose comme Oui. ça. La Et c'est- découverte. Comment est née la ouais, découverte? quand elle est découverte, elle est née comme ça. La compréhension de, de ce. Ce qui me vient, c'est de ce diamant intérieur. D'accord. Et j'ai la connaissance qui vient avec. La connaissance. J'ai une personne. En fait, je vois une personne qui regarde, qui pense, qui connaît. En fait, qui. Voilà. Interprétation de la connaissance, du savoir. Mm. Bien. Pourquoi est-ce encore un mystère aujourd'hui? C'est gardé. Je vois d'autres scènes, Égypte, oui, Égypte avec des métaux précieux. Je suis en Égypte, dans une autre époque. Et il y a des choses qui sont gardées. Il y a aussi des ornements très précis, des bijoux. Et c'est gardé, en tout cas, cette pierre. Tu sais, je te parlais d'une pierre que je voyais au tout début. Elle est Oui, entourée de fils de fer. Je la retrouve là. en C'est- Égypte. Ouais, en Égypte. Et, ouais, La nature de la pierre philosophale est-elle matérielle ou énergétique? énergétique. Bien. Liée au matériel. Je vois des formules avec la consistance. Et ces formules sont associées énergétiquement. Comme si une formule donne une énergie. Ce qui est intéressant, c'est l'énergie. Mais l'énergie dépend du matériau de base. Ah, bien. Alors, quelles connaissances exotériques et ésotériques sont liées à la pierre philosophale? J'ai les mathématiques et j'ai la situation, la géolocalisation qui me viennent. Où je vois comme une pierre en dehors, bizarrement en dehors de la Terre. Et, et un lien, un pont entre les deux, avec la Terre. Et des mathématiques encore, des formules. Quel peuple et culture vois-tu liés à ces connaissances? Tu as un peu déjà répondu tout à l'heure, oui. Ça remonte encore plus loin. Je vois l'Égypte et je vois en Amérique, c'est comme, tu sais, des peuples qui dansent autour du feu et qui vont, un rituel. Oui, J'ai ingéré quelque chose, vraiment, base de chaleur aussi. Comme si on mettait quelque chose à fondre dans le feu et qu'on le
On tentait de l'ingérer. Ça me ramène à cette scène, c'est vraiment très curieux, hein. Hmm. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? C'est curieux. Ça va. Je prends de la distance, mais ça va. Bien. D'accord. Y a-t-il des espèces ou races extraterrestres liées à la pierre philosophale? Oui. Je vois comme une race qui la prend. Tu sais, au tout début, quand je la voyais en haut des marches, comme si c'était un Oui. peu Saint Graal. Je vois, alors bizarrement, je vois un oiseau qui le prend et qui part avec. Hmm. Oui. Je vois des plumes d'oiseau comme si le but c'était de rattraper l'oiseau et de ne pas le laisser prendre la pierre. Comme s'il y avait plusieurs races en fait autour de la conquête de la pierre. Je vois plusieurs races associées à ça par rapport à ta question. Oui. La nature... Ah non, pardon. Quelles fréquences sont connectées à la pierre philosophale? Décode-les en fonction de leur polarité. J'ai la douceur de l'eau. Mhm. J'ai vraiment la chaleur du feu aussi. Comme si c'était lié aux éléments de la combustion, quelque chose qui change, qui se transforme avec la chaleur. Oui. Mais en tout premier, vraiment, ce qui ressort vraiment très fort, c'est la douceur et de l'eau. Et en même temps, l'ondulation, la tranquillité de l'eau Oui. et la force. En premier lieu, c'est l'eau qui me vient. C'est très curieux aussi. C'est intéressant. Oui. Mhm. Ouais, et comme si derrière, de l'autre côté de la pierre, il y avait la fréquence plutôt feu. Fréquence que j'assimile moi à quelque chose de très fort et qui peut, qui peut être très fort. Mais un petit. Et ça me fait penser du coup encore une fois une formule, les mathématiques. Alors, la 11, tu as déjà bien répondu. Et, alors, la pierre philosophale a également été définie cinquième essence. Quelles informations perçois-tu par rapport à cette définition? C'est comme un besoin de matérialiser. Je vois l'action de prendre quelque chose dans les mains, de ressentir. Et pour moi, tout ça, ce n'est que des mathématiques. Encore une fois, je vois des formules qui associent différentes énergies entre elles, pour au final s'apercevoir que les énergies peuvent s'associer. En fait, quand je vois la formule autour de la pierre, elle, elle donne un résultat que l'on peut voir un peu partout, en fait. Intéressant. C'est comme le reflet de quelque chose. Le reflet qu'on peut mettre dans sa main. On peut attraper. On peut le matérialiser, on peut Oui. le travailler. Alors, y a-t-il des symboles liés à la pierre philosophale? Oui ou non? Oui. Je vois des ronds, tu sais, entre eux, imbriqués l'un dans l'autre. Et je vois en fait une figure à 7-8 côtés. Un rond, mais avec une forme géométrique. Oui, je vois laquelle. Les noms m'échappent, mais je vois laquelle. Mm. Quelle signification ont les symboles que tu as perçus? Je vois de l'énergie qui part de chaque branche.
Et je vois dans les deux ronds, en fait, tu sais, rassemblent ensemble. À l'intérieur, ça fait une couleur et une puissance. Et ça me ramène encore à cette espèce de formule mathématique qui permet d'associer l'association d'un rond avec l'autre permet d'avoir à l'intérieur cette énergie particulière, Bien. comme très puissante, vraiment très puissante. Quelles sont les caractéristiques et les capacités de la pierre philosophale? La puissance qui me vient. Puissance. La puissance, c'est je sais, même toute puissance qui me vient dans le sens où je vois une partie subtile, juste qui est au-dessus de son corps et qui comprend, qui voit parfaitement en conscience. Juste, voilà, capable de voir parfaitement et une forme de tranquillité. Donc, dès qu'on a la pierre philosophale, on est en mesure d'avoir un aperçu plus clair de l'univers. Oui, c'est un peu ça, oui. Un aperçu overall, tu sais, le complet, Oui. Et, à donc, 360. je me demande si l'obtenir, cette pierre philosophale, c'est une conséquence de la capacité à observer ou une cause. C'est une, c'est un effet, en fait. C'est ouais, cause à effet, en fait. C'est comme atteindre un niveau énergétique, en fait. Quand je te parlais d'une puissance énergétique que je vois d'une certaine couleur, en fait, je la voyais aussi comme au bout des doigts d'une personne, très bizarrement. Comme, tu sais, au bout des yeux, au bout des mains. Et là, c'est comme si, en fait, elle fait un bond et elle sort, elle va au-dessus de son corps. Et, euh, et tout en étant... j'ai vraiment la tranquillité. La tranquillité, tout va bien, en fait. Donc, c'est comme un niveau de conscience supérieur. Ah oui, oui. Ouais, l'accès à une tranquillité intérieure et une connaissance à 360 degrés. Comme si tout ce qu'elle voit, elle sait, elle connaît et tout va très bien. Perçois-tu vraiment cette connaissance de la pierre philosophale, cette puissance liée à un objet ou À la plutôt personne. symbolique? Non, à la personne. C'est vraiment la personne que je regarde. Tout est dit dans ce qu'elle veut, dans son niveau énergétique, en fait. Donc, pendant longtemps, dans des racontes, on entend parler de recherche de cette pierre. Oui, en fait, il y a il y a des pierres avec en fait, ça me ramène à la propriété pure en fait des pierres et en Égypte, une pierre qui est comme vraiment préservée, chérie même, je dirais, très très importante. Et, euh, et je pourrais même te dire que je vois un accès énergétiquement pour détourner l'énergie de la pierre. C'est c'est presque comme si quelqu'un parvenait à détourner les propriétés de la pierre incroyable, pour, euh, pour la peau de la personne, pour j'ai vraiment la rajeunir. C'est l'image que je vois en tout cas. Pour rajeunir les personnes? En tout cas, cette personne-là, en Égypte, je vois l'utilisation de la pierre et je vois vraiment une personne avec des capacités énergétiques qui utilise la pierre pour que la personne garde un niveau cellulaire qui est beaucoup plus lent.
D'accord. Mais comme ça, si elle restait. tu le vois dans le monde, dans le plan physique. Je vois les deux. Oui. On n'est pas, on est dans le enfin, je saurais pas te dire quelle époque c'est. Les deux plans sont superposés. C'est l'époque où les deux plans Ouais, étaient superposés. oui, c'est comme si je voyais une femme accompagnée au quotidien par une personne bizarre qui a des capacités énergétiques. Et en fait, elle m'inspire pas trop, elle, celle qui utilise les énergies de la pierre. Euh, c'est très curieux. Il se Mais passe autre chose sur le subtil. Il y a autre chose sur le subtil. donc cette pierre, elle peut donner une puissance euh, sans, Des sans- propriétés. Transfert de propriété, mais vraiment, si je regarde que sur le subtil, cette personne avec ses capacités énergétiques, il y a une énergie très verte qui ressort et de la personne et de ce qu'elle fait avec la pierre et qui va vers l'autre femme. Ça m'inspire pas trop, hein. n'est pas nécessaire une certaine bienveillance pour attendre cette pierre. Elle ne l'est pas, cette femme. Elle ne Mais elle l'est peut pas. toujours, elle peut s'approcher sans problème. Ah, elle ne s'approche. En fait, c'est pas vraiment elle qui s'approche de la pierre, c'est l'autre femme, celle qui reçoit. Oui, Mais par contre, elle utilise. Pour moi, ça me fait penser à un rituel, hein, oui, tout simplement. Un rituel. Pour elle, oui, c'est très simple. C'est très très simple. Et voilà, elle fait son truc. mais cette pierre qui tu vois là en Égypte à cette époque-là, Mhm. existe-t-elle encore au jour d'aujourd'hui? Euh, Différemment. C'est comme si cette pierre-là que je vois à cette époque-là, elle fait référence à une pierre que je pourrais te dire qui vient de l'extérieur de la Terre. Oui. Et euh, je vois d'autres pierres, comme si en fait plein d'autres pierres. Je vois que c'est perpétué différemment par la suite. Je vois les répercussions des propriétés des pierres sur les énergies de l'homme. Comme Hmm. si c'était dénaturé, enfin pas dénaturé, mais ça continue après différemment. Mais c'est éparpillé dans le monde, dans la planète, ou Alors quand tu ou me elle est poses la restée question, entière? je pourrais te dire, il y a 3 endroits où il y a des expériences faites avec la propriété de les propriétés de certaines pierres à des endroits très précis. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est au-delà de, tu sais, avec l'alignement, l'agencement du système solaire, des choses comme ça. Oui. Trois. Elle Trois est- endroits. A-t-elle été transportée par quelqu'un ou ça s'est fait naturellement, entre guillemets? Celle-ci, elle a été emmenée. Celle que je vois de l'époque de l'Égypte, elle a été emmenée. D'accord. Mais quelle est l'origine de cette pierre? Si elle vient de l'extérieur de la planète Terre, Mhm. quelle est l'origine? Je vois un astre. En fait, je la vois comme venir, tu sais, sur une météorite. Et, euh, et avant ça, je la vois un astre. Elle s'est décrochée. Un astre qui me fait penser à quelque chose de très... Comme si elle avait voyagé entre du solide et du non solide. C'est comme si elle était passée tellement proche du soleil qu'elle s'était transformée. Et elle vient de quelque chose de vert. C'est ça qui la rend si précieuse et si douce telle que l'eau est forte que le fait de le passage à côté du soleil. Celle-ci, j'ai presque envie de te dire, c'est son voyage qui la rend très spécifique.
Oui, C'est comme si ça l'avait... Tu sais, la formule qui est autour de sa composition, oui, c'était... j'allais justement venir là. Donc, hum. t'as, t'as ressenti ma question. Vas-y, vas-y. En fait, c'est vraiment comme si elle s'était forgée au fur et à mesure de son voyage. Mais je vois pas le caractère unique dans le sens où il y a d'autres pierres différentes qui permettent. En fait, c'est finalement l'utilisation de la propriété de la pierre qui vraiment ressort de tout ça, Oui, avec l'énergie qui est. Après, ça me ramène à cette femme. En fait, il y a une partie de l'énergie qui vient de la femme qui accompagne l'autre. Tu sais, celle qui initie le rituel. oui. Le fait que cet objet, cette pierre ait fait un voyage aussi long dans plusieurs endroits de la galaxie, de l'espace, euh, et que le fait que tu vois des formules de mathématiques, est-il possible que ces formules apportent les informations de l'univers, des morceaux d'univers qui ont été traversés par cette pierre? Oui, c'est comme s'il y avait toute l'histoire en fait écrite en chiffres, en nombres. C'est comme une sorte de vidéo euh, faite à travers des formules mathématiques. Ouais, et quand tu me poses la question, c'est comme si je vois un petit drapeau qui est sur le soleil avec des chiffres, comme si c'était vraiment sa position vis-à-vis de cette espèce de météorite. Et en fait, c'est comme si d'un coup je pouvais voir la galaxie avec que des chiffres et des nombres, comme si tout n'était finalement que des chiffres et que des nombres. Depuis son point de vue, je me demande si on peut traduire un chiffre et une formule de tout l'univers, l'univers tangible et invisible aussi. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, exactement comme cette météorite bougeait constamment au fur et à mesure qu'elle avançait d'un centimètre à un centimètre. On peut décrire de la même façon aussi l'être humain en tant que corps physique. Et Ah oui, bien. oui, 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 oui. Oui, oui. C'est même purement comment le corps est chaud et froid, comment ça se réchauffe. Oui, oui, tout est... Intéressant, c'est une image particulière. Oui, Et comment tu sens-tu vis-à-vis de toutes ces images? c'est c'est très, très passionnant. Bien. Mhm. Et, tu voyais à un moment donné, quand je demandais au sujet des personnes qui ont été en contact et qui ont découvert la pierre, tu voyais un inventeur, un monsieur qui s'appelait Pierre, et Oui, une classe de chimie. oui, alors c'est les études autour de ça, comme si un professeur montrait. Bah lui, alors le professeur, c'est comme s'il montrait des ingrédients différents et il expliquait comment était fait constituer une pierre par rapport à son parcours à la pierre. Et en fait, là, lui, il montre une pierre blanche et à l'intérieur de cette pierre blanche, tu sais, il y a un liseré gris. Et voilà, il explique. Ils essayent de transmuter Comprendre, expliquer, comme s'il pouvait montrer des récipients en disant, dans cette pierre, il y a ça, ça, ça. Et et- étudier les pourcentages, oui. les, les effets de... Et quelque chose avec le temps, la chaleur, comme très long. Pourquoi il s'est fait appeler l'inventeur? Alors ça, non, c'en a un autre. Pierre, l'autre, Ah oui, l'inventeur. d'accord. Je sais pas, j'ai entendu Pierre. J'ai entendu Pierre.
Et l'autre, l'inventeur, je le vois sur le plan subtil. Mhm. Lui, il est sur le subtil, il est vraiment... il me fait penser... c'est comme s'il pouvait suivre les idées, les idées ou les courants de pensée, étudier à son niveau ce qui l'intéresse lui, comment il voit les choses sur l'énergie. D'accord. Mais sur le plan physique, parce que lui, cet inventeur, je le vois comme se promener à gauche, à droite, sur le plan éthérique. Et sur le plan physique, je vois comme un inventeur qui, tu sais, avec ses instruments. Qui essaie de transmuter la matière pour créer la pierre philosophale. Ah, lui, je Avec le le vois en tout feu. cas. Ouais. Ouais, je le vois essayer énormément de choses. Vraiment, je le vois dans l'expérimentation. Comme tout seul, un peu à part, dans son monde. À expérimenter. Je sais pas, je le vois hyper sédent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et il expérimente, en tout cas. Oui, oui, c'est tout à fait pertinent. Et l'inventeur qui est dans le monde subtil, Oui. ici et maintenant, où il se trouve? Ah, très loin. Il est très très loin. Il est en train de voler. Il est comme vraiment ailleurs. Il est en train Ici, d'expérimenter. il Oui. communique avec les humains à l'heure actuelle. Non. Ah, non, 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 non. À l'heure actuelle, non. Je le sens vraiment ailleurs, comme dans une autre dimension, et à expérimenter je sais pas, je le vois voler. Et en interaction avec d'autres. Il nous a aperçus. Euh, je, c'est lui égal. Mhm. D'accord. Complètement C'était égal. juste une curiosité. Il fait son truc et c'est comme si je suis une parmi tant d'autres. Mhm. Et c'est lui qui a donné les informations nécessaires pour la quête à la pierre philosophale. C'est lui le premier. Disons que non. Il a entendu les pensées d'autres. C'est comme s'il y avait eu depuis toujours des pensées à ce sujet, des études en fait, hein, depuis toujours. Lui, il a juste écouté des idées, des pensées, et puis il a continué avec ses propres réflexions. Comme s'il avait d'autres connaissances, lui, comme s'il avait étudié aussi même les fleurs. Il a étudié les fleurs, il a étudié quelque chose autour de la nature. Non, lui, oui. C'est comme une pierre de plus en fait sur euh, contribuer à ajouter sa pierre à À son l'édifice, c'est tout. savoir. Ouais. Et tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que il y a aussi la symbolique d'un diamant à l'intérieur de chacun. Oui, la puissance. Tu vois quelque chose en lien avec la pierre qu'on voyait tout à l'heure Multifacette. D'accord, ouais, c'est Je ça, vois plein de la facettes. similitude, donc c'est ça. Multifacette, oui, je vois plein de facettes et plein de... Comme la possibilité de voir partout, en fait, différents angles, différentes facettes. Tu vois quelque chose de différent et pourtant tu restes un seul, tout en regardant partout. Oui. Oui. Et pour pouvoir euh, vivre et faire exister ces diamants qu'on a à l'intérieur, que vois-tu qu'on pourrait faire depuis ton point Euh, de vue actuel là? depuis mon point de vue actuel, quand tu me poses la question, je vois quelqu'un qui comme
prend un outil pour s'occuper de son propre diamant à l'intérieur de lui et tu sais, se refaçonner, se, se façonner comme il a envie pour être un beau diamant, À quoi multifacette. Hein? correspond cet utile? Correspond Ouais. à une action dans la matière ou... Ouais. Je vois ouvrir les yeux en grand, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux et commencer à regarder. Je vois une personne. Donc déjà, l'action, c'est ouvrir les yeux en grand. Et ensuite, c'est commencer à regarder un peu en haut, un peu en bas, un peu sur les côtés, comme vraiment regarder différemment. Commencer à regarder différemment. Et Regarder m- vers marcher. plusieurs points de vue, toutes comme les facettes de diamant. Oui, c'est ça. Et marcher, c'est comme si elle regarde tout droit, elle marche tout droit, elle regarde à droite et marcher dans cette direction. Comme ex- pour moi, c'est l'expérimentation, expérimenter et s'arrêter, observer. Je vois, c'est comme si l'inventeur était là et il disait, regarde, tu vas regarder ça, tu vas prendre une loupe, tu vas regarder, tu vas apprendre. Et une fois que c'est bon, tu passes à autre chose. Tu vas ailleurs, tu apprends. C'est comme si l'inventeur donnait conseil de curiosité. Donc l'inventaire, oui, est toujours... oui, la curiosité, elle est toujours présente. Et il a oui, il a comme une lunette pour montrer que ça peut permettre de faire un focus sur quelque chose en particulier qui est intéressant. Pour ensuite passer à quelque chose de différent encore. Ouais, c'est comme, tu sais, manger des livres. Tu manges tu apprends, tu connais, tu manges le livre et c'est bon, tu prends un autre. Oui, Comme si, ah, c'est comme si tu devenais une bibliothèque, ouais, en fait. Un livre vivant, vivant, vivant. oui, une bibliothèque avec les savoirs de l'univers et avec toutes les formules des Oui, mathématiques de l'univers. ouais, c'est ça, c'est comme une richesse de compréhension. Cet inventeur, en tout cas, m'intrigue. J'aimerais connaître son ADN. Je le vois comme un papillon. Un papillon. Ouais, D'accord. un papillon, ouais. Et j'ai l'impression qu'il a expérimenté des choses, même au niveau de son ADN. Hmm. Aussi, comme si je vois là aujourd'hui il est ça et que je vois qu'à une époque il pouvait être différent. Avec sa volonté unique. Ah oui. Et c'est comme s'il me disait, si on me demandait de me prendre une aile, je pense que j'essaierais juste pour expérimenter. C'est ce qu'il dit, hein. Un peu bizarre, hein. Mhm. Mais Quelle vraiment, est hein. Oui, sa fréquence. À quelle fréquence vibre-t-il? Ce qui me vient, c'est la fréquence de l'air. Hmm. Il est léger. Ouais, léger et en même temps modulable parce qu'il peut aussi être, tu sais, l'air exact. Il peut vraiment être l'air tornade, tempête, soleil. Il y a d'autres êtres tels que lui? Mm, il a l'air d'être convaincu qu'il est un peu unique. Mais oui, il y en a d'autres, mais c'est comme il disait l'expérience est unique, donc unique. Ah oui, il n'a pas tort. Oui, ça c'est. Comme si il dit chacun est unique, il peut pas. Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, mais tu sais, depuis notre point de vue humain, on a besoin de comprendre s'il y en a des similaires ou pas. On a une autre perception de l'expérience aussi. Quand je vois son parcours et j'ai l'impression qu'il a expérimenté tellement de choses, tellement d'états, d'états, que je te dirais qu'il n'y en a pas d'autres comme lui. Intéressant. Mais je sens la même fougue chez d'autres. J'appellerais ça de la fougue. Expérimentation à tout prix. Pour avoir ce sentiment, cette envie d'expérimenter, et il faut être
obligatoirement en dehors du corps physique ou on peut vivre cette vie même avec un corps physique humain? Les deux, c'est mieux. Les deux. Les deux parce que il me fait voir que expérimenter sur le plan physique, c'est comme mettre sa main dans un gant. En fait, c'est une extension. Oui, C'est une extension. Par contre, justement, soit tu sens avec le gant, soit tu enlèves le gant pour mieux ressentir. Comme si l'idée c'était d'apprendre à enlever le gant pour ressentir. donc le corps humain pourrait rendre l'expérience beaucoup plus Complète. complète et riche. C'est presque le mot qui me vient, ce serait la rendre complète, oui. C'est ça la raison souvent euh, pour laquelle les essences viennent ici. Oui. Le désir. Désir. Ouais, le C'est désir. métaphoriquement pour la quête à la pierre philosophale aussi. Donc, à la, Mhm. Oui. notre, Lui, il considère ça comme matériel, l'étude de la pierre, en fait, l'étude des propriétés d'une pierre, symbolisée par la pierre. intéressant. Bien. Mais si Mhm. tu vois quelque chose que tu veux partager encore, En fait, il dit que chacun peut finalement voir un peu la pierre philosophale là où il le veut. C'est comme si c'était poussière, mais que tu peux la matérialiser, la voir où tu veux. oui, dans n'importe où de l'univers ou de la planète. De la planète. N'importe où dans l'univers, pour lui, il n'y a pas le concept. Oui, oui pour lui, il est dans la totalité. Mais Oui, parce que c'est comme si de là où il est, il peut me montrer, regarde, regarde et regarde. Tu sais, je te parlais de trois pierres à un moment donné, et aucune n'est la pierre philosophale, et pour chacun, elle est la pierre philosophale. oui. Et puis, en fait, on a tous une pierre philosophale à l'intérieur de nous Oui, mhm. à On l'est. manifester. On est Ouais, déjà comme ça. Mhm. C'est ça. parfait. C'est tout. Si tu veux, on est prête pour le retour. Oui. Oui. Autrement, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, je t'écoute volontiers. Non, je laisse les papillons On va le s'envoler. saluer, on va le remercier pour les Oui, informations. oui. Chacun dans son espace. Alors, on va Ah oui. commencer par déconnecter. Et on déconnecte de tous et de tout. Mhm. De toutes les informations, toutes les fréquences, tout ce qu'on a rencontré jusqu'à là. Et tu reviens dans tes énergies à toi. Bien. Tu respires et à chaque inspiration, tu récupères toutes les forces, les énergies utilisées pour cette balade. Et, et continue de respirer, régénère-toi. Chaque muscle, chaque cellule de ton corps se remplit des forces, des énergies nécessaires pour poursuivre cette journée. Et deux. Et chaque battement de cœur, ton corps se remplit des émotions, de l'émotion que tu préfères, de l'émotion que tu choisis pour poursuivre cette journée. Et à 3, tu continues de régénérer toutes les cellules, tous tes corps énergétiques avec une pétillance, une joie, une force, une envie de vivre
en plénitude dans ton corps, uniquement ton corps physique et ton espace énergétique. Et 4. Maintenant, commence à reprendre confiance avec la pièce où tu es, l'endroit où tu es assise. Et à 5, tu peux ouvrir les yeux. Merci pour ce retour. Et rien. Merci à toi pour le voyage. Mhm. C'était profond, très profond. Oui, c'était... Oui. Mhm. On a voyagé. Bien. Et je te dis à la prochaine. Ah oui, à bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no.
Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio,
o dell'insettoide a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa,
con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.